Ravi de vous retrouver, il est 19h30. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre présence. À la une, ce 20 juillet, le ravitaillement de la commune de Sailloul par la préfecture pour pallier l'absence des rotations d'Air Guyane. Un ravitaillement qui se fera à la demande, rappellent les autorités. Qui est Philippe Vigier, le nouveau ministre délégué aux Outre-mer? Un homme peu connu du grand public, mais proche de l'exécutif. Nous reviendrons sur son parcours avant de nous entretenir avec Davy Riemann. Quel regard porte le député sur cette nomination? Il nous le dira tout à l'heure. Entre tradition et modernité, le nom de la résidence artistique qui se tient actuellement autour de 3 artistes guyanais, Nathalie Galas, Ruth Dadi et René Mann. Leur travail sera restitué demain soir à Cayenne, découverte à la fin de ce journal. Entre hier et aujourd'hui, ce n'est pas moins d'1 tonne de fret alimentaire et de médicaments qui ont été acheminés vers Sailloul, privés d'avion depuis 7 jours, avec la grève illimitée d'Air Guyane. Ce point aérien, mis en place par la préfecture, une bouffée d'oxygène pour les communes qui en font la demande. Jocelyne Elgouèche, Martial Grit. L'appareil a été chargé au maximum de ses capacités. Des produits d'hygiène, du chocolat, du lait ou encore des médicaments à destination du centre de santé de Sailloul. C'est la 2e rotation par hélicoptère organisée par la préfecture pour pallier à l'absence des avions d'Air Guyane suite au mouvement de grève des pilotes. 1 tonne de marchandises pour les habitants de Sailloul. Hier, c'est parti très rapidement, livré rapidement. Et puis aujourd'hui, on a pris un peu plus de délai. Et là, on va faire 700 kilos. Donc ce que vous voyez, c'est chargé en caisse, mais vous aurez aussi le sling en dessous pour le transport. Malgré les rotations mises en place par la préfecture, l'épicier de Sailloul évoque une autre conséquence de l'arrêt des vols de la compagnie Air Guyane. Le prix très élevé pour les habitants, contraints actuellement de faire appel aux compagnies privées. On a beaucoup de Saillouliens bloqués sur le littoral, par faute d'avion bien sûr, faute de moyens aussi financiers, parce qu'il faut savoir que les petits porteurs, ils spéculent grave, quoi. Donc pour un vol de 6 places, il faut compter 2000 à 2300 euros. En hélico, c'est 1900 euros. En tant qu'épicier, j'enrage parce que je suis bloqué. Enfin, mon fret est bloqué à Félix-Éboué, donc au dépôt Air Guyane. Au total, pour tous les habitants de Sailloul, on a au moins 3 tonnes de bloqués. Le pilote confirme que les demandes sont importantes actuellement. Aujourd'hui, c'est directement lié au manque de vols intérieurs. Oui, effectivement, on est plus sollicité et je pense qu'on n'est pas les seuls. La préfecture poursuivra ses ravitaillements dans d'autres communes de l'intérieur au fur et à mesure des demandes des municipalités. Sailloul a fait une demande à solliciter avec des effectifs, donc ça nous permet de bien diriger la manœuvre. Et puis pour l'instant, voilà, on attend les prochaines sollicitations. Un autre ravitaillement de médicaments est prévu demain, cette fois à destination de Maripasoula. Après plusieurs jours de rumeurs, de tractations et d'ajustements, on connaît enfin le gouvernement Borne 2. Principal changement de ce remaniement, le départ de Pape Ndiaye, Marlène Schiappa ou encore Jean-François Carenco qui quitte, lui, la rue Oudinot au profit de Philippe Vigier. Un nom inconnu du grand public mais proche de l'exécutif. Son premier déplacement se fera d'ailleurs dans le Pacifique dès ce week-end aux côtés d'Emmanuel Macron. Son portrait avec Pierre Lacombe. Voici donc le nouveau visage des Outre-mer. Philippe Vigier a 65 ans, il est biologiste de profession et père de 3 enfants. Ce natif de la Drôme entame sa carrière politique en 1995 dans la région centre avec un mandat de maire adjoint de Châteaudun et de conseiller régional. En 2001, il est élu maire de Cloix-sur-le-Loir, une commune de moins de 6000 habitants, et 6 ans plus tard député de la 4e circonscription d'Eure-et-Loir. Régulièrement réélu, Philippe Vigier siège depuis maintenant 16 ans à l'Assemblée nationale. En septembre 2020, il rejoint la majorité présidentielle et le MoDem. Il a également été membre de la délégation aux Outre-mer de 2017 à 2022, une période durant laquelle il signe un rapport sur la défiscalisation dans les Outre-mer. À l'Assemblée, Philippe Vigier s'est opposé à la réintégration des soignants non vaccinés. Il s'est montré favorable à la réforme des retraites, mais contre l'utilisation du 49.3. Philippe Vigier prend donc la suite de Jean-François Carenco et devient ministre délégué aux Outre-mer sous l'autorité de Gérald Darmanin, qui conserve, lui, son portefeuille de ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Et avec nous en direct de Paris, le député Davy Riemann, par ailleurs président de la délégation Outre-mer à l'Assemblée nationale. Monsieur le député, bonsoir, merci d'être avec nous. D'abord, une réaction sur cette nomination. Rui Hudinot, bonne ou mauvaise nouvelle pour les Outre-mer? Alors bonsoir à toutes et tous. Donc pour répondre très clairement, c'est une très mauvaise nouvelle pour nous, ultramarins. C'est comme ça qu'on le reçoit par rapport au profil du nouveau ministre délégué des Outre-mer. Dans la mesure où on a eu à échanger avec lui à plusieurs reprises dans l'hémicycle. Et sa posture, ses propos, son comportement vont à l'encontre même de ce que nous véhiculons. Et donc ça risque de poser un problème sérieux. Sa posture, c'est-à-dire son comportement, expliquez-nous. Provocation, condescendance, à la limite de l'insulte et de l'irrespect envers nous et nos populations, nos territoires. Donc, il y a un souci sérieux par rapport à la décision du gouvernement de mettre en place une personne avec ce profil-là. Nous, on ne comprend pas. On se pose des questions parce que le gouvernement n'est pas sans savoir les échanges houleux qu'il y a pu avoir à différents moments avec M. Vigier dans l'hémicycle, son comportement à différentes reprises aussi sur certains sujets envers différents groupes d'opposition de la majorité. La question est de mise sur la volonté claire du gouvernement par rapport au territoire d'outre-mer. Est-ce que vous pensiez à une autre personne, à une personne particulière pour ce poste ou un autre profil d'ailleurs? Alors un profil pas tel que celui-ci déjà, ça c'est clair. Ensuite, une autre personne, nous on n'avait pas de personne particulière. Monsieur Karanko était ce qu'il était. Néanmoins, on avait la capacité à avoir une oreille d'écoute, de lancer des choses. Il y avait ce remaniement tombe très mal pour nos territoires puisqu'il y avait des enjeux très importants en négociation, en discussion au moment où on parle avec l'ancien ministre Karanko. Il avait engagé des choses, il s'est engagé à mettre les choses en place sur nos territoires respectifs à différents niveaux. Au moment où je vous parle, il y avait une mission qui était en Guyane par rapport à la CIOG et aussi au problème des déchets. Donc il avait lancé des études, il est à l'écoute des parlementaires guyanais pour trouver des solutions alternatives. Là, aujourd'hui, on repart de zéro, on ne sait pas vers quoi on va. D'autant plus qu'avec ce profil-là, avec une personne qui sait tout avant de savoir, sans écouter forcément, on est obligé de se poser des questions sur l'avenir de nos territoires quant aux discussions qu'on aura avec ce ministre-là. Et justement, après le SIOM et la nomination aujourd'hui de Philippe Vigier, les députés ultramarins, vous avez décidé de tenir une conférence de presse demain. Pouvez-vous nous en dire plus sur le message que vous souhaitez faire passer ? Le message qui sera passé, ce sera celui en tout cas de l'étonnement, du questionnement et de l'incompréhension quant à ce choix-là, très clairement. Ensuite, bien sûr, le SIOM a été... Il faut bien comprendre, le SIOM est annoncé donc, avec les mesures il y a 2 jours. Et 2 jours à la suite, on change de ministre. C'est incompréhensible. Nous, on se pose des questions vraiment sur la volonté, encore une fois, du gouvernement. En ce qui me concerne, à titre personnel, je ne sais pas comment je pourrais réagir face à ce ministre-là, tout en sachant les propos et le comportement qu'il a pu tenir envers nous à différents moments dans l'hémicycle. Et c'est bien pour ça que nous, on a clairement dit à un moment donné, il faudra qu'on puisse rencontrer Elisabeth Borne, la première ministre, parce qu'il y a des choses vraiment qui ne vont pas. Et on va suivre cela de très près. Merci beaucoup à vous, Davy Riemann, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Dorénavant, Philippe Vigier sera associé à Gérald Darmanin. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec Jean-François Carenco, remercié à peine 1 an après sa nomination? On fait le bilan avec Nora Nonnet. Un portefeuille partagé. D'un côté, le locataire de la rue Hudinot, Jean-François Carenco, et de l'autre, Gérald Darmanin, hôte de la place Beauvau. Ce dernier, ministre de l'Intérieur, a élargi son champ d'action avec les Outre-mer, comme à Mayotte, où en avril dernier, il lance l'opération Wambouchou pour lutter contre l'immigration, la délinquance et les bidonvilles. Je pense que ce qui est très important, c'est la destruction du logement insalubre, parce qu'on n'accepterait ça nulle part ailleurs en France. De policier à Mayotte, Gérald Darmanin endosse le rôle de négociateur en Nouvelle-Calédonie, visiblement bien décidé à marquer son empreinte dans la sortie de l'accord de Nouméa. En 3 visites sur le Caillou, il échoue à faire se rencontrer indépendantistes et loyalistes. Un petit succès tout de même, le possible élargissement du corps électoral pour que plus d'électeurs puissent voter lors des élections provinciales. Aujourd'hui, les indépendantistes ont fait un grand pas puisqu'ils ont accepté l'idée
parler de ce corps électoral glissant, de faire rentrer des gens donc, dans cette liste électorale qui était, vous le savez, bloquée depuis très longtemps. Si le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer sait se montrer médiateur, il ne manque pas de créer la polémique. En février, il affirmait que c'est la République qui a aboli l'esclavage, provoquant la colère des parlementaires ultramarins. Et en 1848, c'est la République qui, en Martinique puis en Guadeloupe, a aboli l'esclavage. Ce qui ne retire évidemment en rien le combat de ceux qui, esclaves ou non esclaves, ont voulu combattre ce crime contre l'humanité. Malgré tout, il poursuit sa trajectoire. En Guyane pour annoncer plus de gendarmes, en Martinique pour lutter contre le trafic de drogue. Gérald Darmanin s'est approprié les dossiers politiques et sécuritaires. Pour son ministre délégué Jean-François Carenco, restent les volets emploi, agriculture et vie chère avec l'extension du bouclier qualité-prix à des secteurs comme l'automobile et le bricolage. C'est déjà pas mal, hein. Franchement, je ne croyais pas qu'on en arriverait là. Et l'élargissement du panier est vraiment un truc important. Aux Antilles, il promet un soutien financier supplémentaire aux éleveurs de bovins et aux pêcheurs touchés par la contamination du chlordécone. Pour l'ancien préfet de Guadeloupe et de Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est une fin de carrière en douceur au ministère des Outre-mer. Quant à Gérald Darmanin, l'Outre-mer, une manière de contrôler différents champs politiques. Cela lui permettra-t-il de tenir un jour les rênes de Matignon? Et il n'y a pas qu'au niveau des membres du gouvernement qu'il y a du changement. Après la passation de commandement au RSMA de Guyane la semaine dernière, celle aujourd'hui effectuée à la base navale de Dégradé-Cannes à Remire-Montjoly. Nicolas Ambrosi, 47 ans, remplace ainsi Mathieu Labat, qui était en poste depuis 2020. Nicolas Ambrosi aura 37 hommes sous son commandement. Mais en quoi consiste sa mission? Je vous propose d'écouter le nouveau commandant de la base navale de Dégradé-Cannes, au micro de Vanessa Etienne et Martial Grit. Alors ma mission, elle est très simple. Elle consiste à assurer une prolongation de l'action de l'État en mer pour lutter contre toutes les activités illicites que l'on peut avoir et défendre les intérêts nationaux. Ma mission s'inscrit également en complément des unités terrestres, leur venir en soutien pour toutes les compétences que l'on peut avoir sur la base navale, que ce soit des compétences au niveau des ateliers ou alors des compétences en termes d'expérience maritime. Alors j'ai envie de dire fluviale, mais surtout maritime. La Guyane revêt des particularités qui sont vraiment différentes de celles qu'on peut trouver dans les autres bases navales qui sont outre-mer. Les particularités de la Guyane sont connues et justement le fait d'être en interarmée, d'être en vraie symbiose opérationnelle sur les différents théâtres, qui puissent être maritimes, fluviales ou terrestres, fait que les missions revêtent un caractère tout particulier. On s'arrête brièvement sur le dérèglement climatique. Quelles conséquences en Guyane, notamment avec le phénomène El Niño? Pour en savoir plus, Catherine Lama est entrée en contact avec Météo France Guyane. Un entretien à lire sur notre site guyane.lapremière.fr. En Colombie, le bilan s'alourdit après un glissement de terrain survenu en début de semaine à Quétamé. On parle désormais d'au moins 20 morts. Sur place, les recherches se poursuivent. Plus de 48 heures après le drame, les secouristes espèrent trouver encore des survivants. Kelly Pujard. Centimètre par centimètre, ils fouillent les décombres. 80 militaires et des équipes de la Croix-Rouge colombienne sont mobilisés pour retrouver des rescapés à Quétamé, la ville sinistrée. Les secours utilisent même des drones, de quoi accélérer les recherches aux côtés des membres de familles de disparus venus les aider, parfois en vain. 8 personnes de ma famille sont mortes, ma mère, 2 frères, des neveux et une nièce. Selon le maire de Quétamé, ce cas n'est pas isolé. De nombreux foyers ont perdu 2, 3, voire 4 membres de leur famille. Au moins 15 personnes sont décédées. Vers 23h15 dans la nuit de lundi à mardi, les habitants ont été surpris par une brusque coulée de boue. De fortes pluies survenues quelques heures plus tôt ont fait sortir un cours d'eau de son lit. Le maire a déclaré qu'il existe un phénomène appelé crue torrentielle qui affecte certaines zones peuplées que nous avons ici. Dans cette zone, il y avait probablement 20 maisons. Des maisons rasées, plusieurs véhicules piégés par la boue et les rochers, un pont effondré. La coulée de boue a causé de sérieux dégâts à ce poste de péage situé à une 60aine de kilomètres de la capitale.
L'axe routier, l'un des principaux de Colombie, relie Bogota à Villavicencio, ville majeure du sud-est du pays. Sur cette route, les glissements de terrain sont fréquents. Cette zone escarpée a été fragilisée entre autres par la déforestation et des pluies intenses liées au dérèglement climatique. L'année dernière, la saison des pluies a causé la mort de près de 300 personnes dans le pays. Si vous êtes en Guadeloupe ou si vous y allez en vacances, voici une exposition qui pourrait vous intéresser. Au musée Saint-John-Perse, vous pourrez y retrouver Ernest en toute intimité. Une exposition qui rend hommage à l'écrivain, poète Ernest Pépin. Un hommage rendu par la ville de Pointe-à-Pitre. Michael Bastide, Christian Danquin. Bienvenue dans l'intimité littéraire d'Ernest Pépin. L'exposition Ernest en toute intimité nous ouvre les portes sur l'univers de l'écrivain guadeloupéen. Les objets ont été prêtés par l'auteur et il plonge le visiteur au cœur de son refuge et l'aide à comprendre d'où lui vient sa créativité. On aborde plusieurs thématiques, son enfance qui compte beaucoup pour lui, les jeux d'enfance, les bains de rivière. Donc tout ça est exprimé à travers la partie sur Mondrivel. On a le père et les amis avec Cheikh Anta Diop, Aimé Césaire qui parlent, en fait, qui l'ont inspiré dans la créolité, dans la négritude. Cette reconstitution rend hommage à l'homme de lettres, né en 1950 au Lamentin. C'est par la poésie qu'il entre dans la littérature en 1984. Des ouvrages comme L'homme au bâton, Tambour Babel et La Darse rouge ont su mettre la ville de Pointe-à-Pitre au cœur de sa création littéraire. Je me sens chez moi, je suis chez moi, avec mes livres, mes photos, mon parcours, tout ce qui me concerne. J'étais un grand lecteur, j'ai tout lu. Et c'est à force de lire que j'ai voulu écrire. Et j'ai écrit très jeune, très tôt, parce que la passion de ce que je lisais me travaillait et m'incitait à écrire. Une sélection de ses meilleurs poèmes a fait l'objet d'une adaptation musicale aux sonorités caribéennes. Un livre CD trilingue français, créole et espagnol intitulé Ernest Pépin sublime la Caraïbe. Je me rendais compte qu'il impressionnait les gens, quoi. Qu'on allait en République dominicaine, à Cuba, pour eux, c'est un très grand poète. Donc je vais dire, Ernest, je te promets de te faire un album avec des musiques diverses, caribéennes, pour que chaque fois qu'un Caribéen va entendre un des morceaux, il se reconnaisse dedans. Faire que les Guadeloupéens vont apprécier cette musique qui est vraiment caribéenne. Un voyage littéraire à travers l'œuvre d'Ernest Pépin, mise en scène par la troupe Parole Annexe Subaru, a clôturé la soirée. L'exposition Ernest en toute intimité est visible au musée Saint-John-Perse à Pointe-à-Pitre jusqu'au 18 septembre. Retour chez nous, on s'arrête maintenant sur cette résidence artistique organisée à Cayenne autour de Nathalie Galas, Ruth Daddy et René Mann. Impulsée par l'association Eldo pour valoriser la musique guyanaise, cette semaine de travail a donné naissance à 3 titres mélangeant tradition et modernité. Un travail suivi ce matin par Alexandra Silbert à Belle-Parnasse. Hier, tu m'as fait écouter un truc là. Tu sais, la petite mélodie que tu as fait là. Tu pourrais la refaire, tu sais, par exemple, sur le début. Vous voulez que je lâche un peu l'instrument pour vous ? Ouais, fais tourner pour voir. Séquence écriture et composition pour les 5 artistes rassemblés par Ruth Daddy en résidence de création. 5 jours pour composer 3 titres originaux alliant tradition et modernité. D'accord. On a voulu vraiment associer les musiques actuelles qu'on apprécie et qu'on écoute avec des apports de tradition, de musique folklorique. Donc pour pouvoir faire ce petit mélange, on a choisi d'inviter Hansi Klett aux percussions et on a choisi Simon Almeida au niveau de la guitare pour pouvoir restituer vraiment les différentes ambiances. Les artistes ont ainsi mélangé reggae, afrobeat et gragé. Pour laisser place à la créativité, l'association Eldo a fourni tout le matériel technique et finance les cachets des participants. Une première résidence pour Nathalie Galas. Cette expérience lui ouvre de nouvelles perspectives. Ça m'a vraiment apporté beaucoup d'idées sur comment démarrer, les étapes, éventuellement les personnes à rencontrer. Si toutefois j'ai par exemple une mélodie qui me vient en tête, par exemple je peux aller voir Simon, je peux aller voir Thierry. Enfin, je sais déjà par quoi commencer ou éventuellement avoir mes propres moyens et démarrer en solo. Voilà. L'association Eldo assure la gestion de cette ancienne boîte de nuit, rebaptisée Espace Unisson, où d'autres projets artistiques sont déjà programmés.
Nous avons trois résidences prévues dans les mois à venir. Et dès la rentrée, en fait, l'idée, c'est de vraiment mettre en place toute une programmation de formation, de résidence encore d'artistes, mais aussi d'échanges entre artistes et d'accompagnement avec différents partenaires pour développer cette musique guyanaise. Les 3 titres créés cette semaine seront présentés en showcase demain soir devant les partenaires financeurs. Ce sera dans l'ancienne boîte de nuit Le Guest à Cayenne. Un mot de sport, en bref, avec le coup d'envoi ce 20 juillet à Sydney de la Coupe du monde de foot féminine. Nous vous l'annoncions. À noter cette belle entrée en compétition pour les 2 pays hôtes, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui ont battu respectivement l'Irlande et la Norvège 1-0 pour le score. Loin d'être les favoris, les Bleus d'Hervé Renard affronteront pour leur premier match la Jamaïque dimanche. Lui se prépare aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Le Guyanais Danny Dan est l'une des meilleures chances de médaille française pour le breakdance, une discipline qui fait son entrée au JO l'an prochain. Déjà qualifié, Danny Dan ne compte pas y faire de la figuration. Bruno Gabetta, Emmanuel Giard. Le temps où sa pratique du breakdance s'organisait autour de son métier d'aide-soignant semble déjà loin. Depuis septembre 2022, Danny Dan, double champion de France et champion d'Europe, a intégré l'INSEP. À 1 an des Jeux Olympiques, il se consacre à plein temps à sa préparation, gonflé à bloc. Le breakdance fait son entrée au JO, c'est historique. Je suis le premier danseur guyanais. Une fois que je pars en compétition, moi j'y vais dans l'objectif de gagner. Donc pour moi 2024, c'est focus sur la plus haute marche du podium. Le breakdance, une discipline entre danse et gymnastique qui demande de la force, mais pas seulement. J'essaie un peu de travailler un peu la souplesse comme là. Je suis plus sur l'explosivité en fait. Là je suis en train de préparer mon muscle en fait pour qu'il soit explosif quand j'en aurai besoin. 34 ans et une motivation au plus haut. Danny est confiant même s'il sait qu'il peut encore progresser. Je remplis pas mal de critères, mais après j'ai envie de mieux les remplir. Sur la musicalité, sur l'originalité, sur la prise de l'espace, sur moi, mon personnage, sur la personne que je suis quand je suis Danny et quand je deviens Danny Dan. Je m'inspire de toutes les cultures en fait, spécialement de Guyane, mais aussi tout ce qui est culture africaine. Donc là, ça me plaît quand je le vois et quand je le fais, en fait, ça me plaît encore plus. Donc je prends beaucoup de plaisir à le faire. Donc c'est ma marque de fabrique, c'est ma culture et j'essaie de le retranscrire en compétition. Nouvelle discipline olympique, le breakdance sort de la culture urbaine pour accéder au statut de sport à part entière. Avec passion et acharnement, le gamin de Saint-Laurent-du-Maroni est devenu Danny Dan, avec toutes les chances d'atteindre la plus haute marche du podium aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Et c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de votre attention. Demain, l'info revient dès 6h en radio avec Charlie Torres. À 19h, vous retrouverez à cette même place Céline Fleuzin. J'étais ravie de vous informer durant ces 3 dernières semaines. Excellente soirée à vous. L'info continue sur les réseaux sociaux et sur notre site internet lapremière.fr. L'information continue sur notre site guyane.lapremière.fr. Scannez ou flashez le QR code pour suivre toute l'actualité de la Guyane.